le monde. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Philippe Zarka, directeur de recherche CNRS, de l'Observatoire de Paris, dans le laboratoire LIRA, qui a accepté de venir faire une présentation sur la radioastronomie du XXIe siècle. En fait, il a joué un rôle important depuis les années 80, où il a fait son 2A. C'est dire que je suis vieux. Il a fait son 2A, puis sa thèse à Meudon. Et puis, depuis 85, chercheur CNRS. Et dernièrement, tu avais aussi plusieurs financements pour construire des instruments, développer la radioastronomie en France. Et parmi les derniers, c'était un ERC. C'est ça. Non, non, pas, il faut que tu parles là, je pense. Je m'excuse. Donc en fait, il a joué un rôle important dans le développement de l'instrumentation en radioastronomie en France. Où il a cherché pas mal de financements aussi pour développer des instruments à lancer pour l'observatoire. Donc aussi, c'est un expert en radioastronomie, en physique des plasmas, métosphère de planètes et d'exoplanètes. Je te laisse, Merci, merci. merci Zacharia. Bonjour tout le monde. Donc voilà le titre de mon exposé, la radioastronomie du XXIe siècle. Je vais parler essentiellement de méthodologie, donc d'observation radioastronomique, et je vais illustrer en fait mon exposé avec des observations scientifiques, mais le but premier de l'exposé n'est pas de parler de la science qu'on fait avec la radioastronomie, mais de parler de la radioastronomie comme méthode et de ce qu'elle fait. Évidemment, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Alors, d'abord, j'ai des remerciements pour des collègues plus jeunes qui m'ont, disons, conseillé, critiqué sur cette présentation, donc j'espère que ça l'aura amélioré. Alors, en fait, j'ai une diapo historique, donc ça va aller vite. La radioastronomie, c'est une technique, une méthode, une partie de la science astronomique assez jeune, puisqu'elle a 92 ans. Elle est née en 1933 et l'article fondateur, c'est celui-là. Donc voilà, perturbation électrique apparemment d'origine extraterrestre, publié par Karl Jansky en 1933. Ça vient d'observations qui étaient faites non pas dans un but astronomique, mais dans un but d'ingénierie, en fait, puisque Jansky, avec ses antennes qui étaient des fils montés sur des cadres comme ça, qui tournaient sur des rails, hein, des cadres en bois, des rails, cherchait à préparer l'avènement de la télécommunication sans fil, entre intercontinentale en particulier. Et en faisant ces tests, il a remarqué qu'il y avait des signaux qui venaient de directions fixes dans le ciel, et cette direction, en fait, se répétait toutes les 23h56 minutes. Et ça, c'est le jour sidéral, et donc c'est le signe d'un signal d'origine extraterrestre. Alors en fait, il avait détecté un signal dû aux radiosources les plus puissantes, comme Cassiopée et puis le centre galactique. Voilà. Alors voilà, typiquement le genre de carte fait à l'époque de Jansky à 20 MHz, donc c'était à très basse fréquence, fréquence suffisamment faible pour nécessiter une technologie relativement simple. Et donc, c'est des cartes extrêmement rudimentaires. Ça n'a pas du tout eu d'impact dans la communauté astronomique au départ. Et il a fallu attendre pas mal d'années, pendant lesquelles c'est essentiellement des gens comme Grote-Reber, un super amateur, ancien ingénieur, qui avait construit dans son jardin, dans l'Illinois, en fait, une parabole de 10 mètres de diamètre, avec une monture simplement méridienne, une observation méridienne. Mais là aussi, Reber a fait des observations qui n'ont eu quasiment aucun impact astronomique à proprement parler. C'était considéré comme un passe-temps d'ingénieur. Et en fait, il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, l'essor du radar. Le radar, c'est la même technologie que la radioastronomie, sauf qu'on émet et on reçoit, alors qu'en radioastronomie, on reçoit seulement. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale et les premières découvertes qui ont été faites sur les missions radio du Soleil, par exemple, il y a eu vraiment l'essor de la radioastronomie au niveau mondial, d'abord dans les pays alliés, donc Angleterre, États-Unis, Australie, et puis ensuite la France a suivi peu après. Et ça a vraiment démarré à ce moment-là. Alors, pour fixer les idées, le domaine de la radioastronomie, il est fixé par deux choses. Il y a une condition limite qui est naturelle, qui est la transparence de l'atmosphère terrestre. Ici, vous avez une courbe qui représente l'opacité de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère est opaque quand la courbe est à 100% et elle est transparente quand la courbe est vers zéro. Et vous voyez que l'atmosphère est opaque dans une grande partie du spectre électromagnétique. Ce sont des longueurs d'onde en abscisse, les grandes longueurs d'onde à droite, les petites à gauche. Vous voyez que le spectre est essentiellement opaque, et c'est tant mieux, parce que si les rayons gamma ou X arrivaient jusqu'au sol, ce serait dangereux pour notre santé. Il commence à être transparent dans la fenêtre visible, et puis on pourra en parler si vous avez des questions, mais ce n'est pas du tout un hasard que nos yeux se soient développés dans le visible. Il y a une transparence partielle dans l'infrarouge, puis ça redevient opaque, et on a une grande fenêtre de transparence qui est la fenêtre radio, qui est bordée vers les courtes longueurs d'onde
par l'absorption des ondes par l'oxygène et la vapeur d'eau atmosphérique. Et puis de l'autre côté, par la réflexion des ondes très longues par l'ionosphère, la couche ionisée de la très haute atmosphère terrestre. Et entre les deux, vous voyez qu'on a une région qui fait 4 ordres de grandeur en longueur d'onde ou en fréquence, hein, ce qui est la même chose, beaucoup plus vaste que le domaine visible, et qui est la gamme où on peut recevoir des ondes radio à partir du sol. La deuxième caractéristique qui définit la radioastronomie, c'est qu'on peut y faire de la détection cohérente, contrairement à l'optique, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'amplitude et la phase du champ électrique de l'onde, alors qu'en optique, on observe en gros le module carré de l'amplitude, une intensité moyenne. Voilà. Et ça va permettre de faire notamment de l'interférométrie, je vais y venir juste après. Alors voilà les grandeurs mesurées en fait en radio, hein. Bon là j'enfonce des portes ouvertes hein, pour les physiciens que la plupart d'entre vous êtes. On mesure l'amplitude, la phase d'une onde. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques transverses, donc perpendiculaires. E et B sont perpendiculaires au vecteur d'onde, au vecteur K. On ne s'intéresse qu'au champ électrique qu'on va capter. Et donc, il a une amplitude, une phase, et puis une polarisation qui est son comportement au cours du temps dans le plan perpendiculaire à la propagation. Par exemple, dans le cas d'une polarisation linéaire, eh bien, la direction du champ magnétique va rester la même dans l'espace. Dans le cas d'une polarisation circulaire, elle va tourner autour du vecteur d'onde. Voilà. Il faut 2 paramètres pour définir la polarisation linéaire. En gros, il faut en quelque sorte son amplitude et son inclinaison. Il faut un paramètre pour définir la polarisation circulaire. Ça donne 3 paramètres. Le quatrième est l'intensité totale. Et cet ensemble de 4 paramètres, IQUV ou SQUV, hein, S ou I c'est la même chose, sont ce qu'on appelle les paramètres de Stokes qui définissent entièrement l'onde reçue. Alors, il y a une relation entre l'intensité totale qui est plus grande que la somme de la racine de la somme des carrés des 3 autres paramètres, la différence étant la partie non polarisée de l'onde. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on veut mesurer ces paramètres, donc l'intensité, la polarisation des ondes, dans un espace à 4 dimensions, en fonction du temps, de la fréquence et de 2 coordonnées d'espace quand on veut faire des images. Donc. Alors, les caractéristiques principales d'un radiotélescope, quand on va observer, il y en a 2 essentiellement. La sensibilité du télescope va dépendre de son aire collectrice, sa surface, que je note A ici, donc la surface du miroir principal, collecteur ici ou là. Un radiotélescope n'a pas forcément une forme de gamelle, hein, comme ça peut être aussi une portion de plomb, une portion de sphère, plusieurs choses. Donc pourquoi proportionnel à la surface? Parce que c'est la taille de la marmite qui va collecter les photons. Plus la marmite est grande, plus on collecte de photons, donc plus on est sensible. La deuxième caractéristique importante, c'est la résolution angulaire, donc la capacité à discerner des détails fins dans le ciel. Et celle-là est proportionnelle au diamètre de l'instrument, donc ici ou à sa plus grande dimension, on va dire, quand l'instrument n'est pas circulaire. Et la dimension des détails les plus fins que l'on peut discerner avec un radiotélescope, c'est à peu de choses près le rapport entre la longueur d'onde et le diamètre de l'instrument. Donc l'angle en radian le plus petit qu'on peut distinguer, c'est lambda sur d. Alors ça, c'est pas original, hein. En optique, on a exactement la même chose. Un télescope de diamètre d va avoir une réponse, ce qu'on appelle une point spread function, hein, une réponse impulsionnelle, qui est une fonction d'Airy, qui en fait qui correspond à une ouverture circulaire et qui a une largeur à mi-hauteur d'environ lambda sur d. Bon, il y a un facteur 1,22 devant, mais ce n'est pas très important. Cette résolution permet de distinguer 2 sources ponctuelles et de les résoudre. Si elles sont distantes de plus que lambda sur d, on va effectivement les détecter comme 2 sources différentes. Et quand la distance devient inférieure, elles vont fusionner en une seule source. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'optique physique, c'est-à-dire l'optique qui intègre l'optique géométrique plus la diffraction. Alors la résolution angulaire, voilà ce qu'elle donne. Par exemple, ça, c'est une image de la galaxie d'Andromède, alors faite pas en radio, hein, mais en optique, avec 10 minutes d'arc de résolution. Vous voyez qu'on voit essentiellement la nébulosité de la galaxie. Bon, ça, c'est une autre galaxie à côté. Ici, on passe à 1 minute d'arc, on voit un peu mieux. Là, les détails commencent à apparaître à 10 secondes d'arc, et à 1 seconde d'arc, on voit les étoiles apparaître. Effectivement, les étoiles commencent à apparaître en fait à 1 seconde d'arc environ, en dessous, pour une résolution plus faible, c'est-à-dire avec une tâche plus grande, elles sont diluées en fait dans la tâche d'Airy de l'instrument, on ne les distingue pas. Bon. Alors, avant d'arriver à la radioastronomie du 21e siècle, évidemment, je vais vous parler un peu de celle du 20e siècle, parce qu'il faut connaître ses sources. Et au XXe siècle, il y a vraiment 2 types d'instruments qui étaient les instruments majeurs, en fait. Le premier, ce sont les grandes paraboles. Alors là, vous reconnaissez tous le radiotélescope d'Arecibo, hein, qui malheureusement maintenant n'existe plus, s'est effondré. Enfin, les tours se sont effondrées sur le miroir. Et ces grandes paraboles sont donc des grandes gamelles qui vont focaliser, donc collecter et focaliser
les photons vers le foyer, qui en l'occurrence ici était en suspension, d'où les tours et la difficulté. Et ces grandes paraboles, évidemment, comme la résolution c'est lambda sur d, la résolution est meilleure si lambda est plus petit. Et donc, la radioastronomie s'est intéressée naturellement à la partie gauche de la fenêtre radio, c'est-à-dire aux plus hautes fréquences, aux fréquences de l'ordre du gigahertz et au-delà, donc aux longueurs d'onde de l'ordre de la dizaine de centimètres, en gros. Parce que c'était la gamme dans laquelle on pouvait avoir la meilleure résolution angulaire donnée pour une taille d'instrument fixée. Alors donc, c'est des fréquences typiquement de l'ordre du gigahertz ou au-dessus. Les dimensions de télescope, alors pour les plus grands, comme Arecibo ou comme Effelsberg à Bonn, c'est de l'ordre de la dizaine de milliers de mètres carrés de surface collectrice. Donc c'est beaucoup par rapport à un télescope optique, mais vous verrez que ce n'est pas beaucoup intrinsèquement en soi. Et ces instruments, malheureusement, ne permettent malgré tout, même avec 100 mètres de diamètre ou 300 mètres à une longueur d'onde de l'ordre de 10 centimètres, la résolution angulaire n'est que de l'ordre de la minute d'arc. Ce n'est pas excellent parce qu'on est à grand lambda, justement. Hein. En optique, lambda, c'est 0,5 microns, donc évidemment, on a un gros avantage. Alors, avec ces radiotélescopes, ces grandes paraboles, ces single dish, qu'on appelle ça, hein, c'est-à-dire disque unique, eh bien, le point fort des observations radio dans ce cas-là, ce n'est pas l'imagerie. Parce que justement, résolution assez faible, une minute d'arc, et puis il faut balayer le ciel pour faire des images, c'est pas terrible. Donc voilà par exemple une image faite en coordonnées galactiques, vous avez le plan galactique horizontalement, les pôles galactiques en haut et en bas, et vous avez des isocontours de température de brillance, c'est-à-dire de brillance du ciel, hein, typiquement d'intensité, et vous voyez que tout ça est assez flou. C'est de la résolution de quelques dizaines de degrés. Ça, c'était fait à 200 MHz, donc ça a été fait dans les années 50, hein, donc c'est assez ancien. Voilà. Euh, Par contre, les instruments single dish, pour peu qu'ils soient assez sensibles, ils sont très très bons pour faire des études spectrales et spectro-temporelles, donc pour regarder comment le signal varie en fonction de la fréquence et du temps. Et justement, il y avait beaucoup de choses à observer dans ce domaine. Alors, vous connaissez tous, je pense, la transition de l'hydrogène neutre. Donc, c'est une transition en fait atomique qui permet à l'hydrogène de passer d'un état d'énergie à un autre, un état dans lequel le spin du proton et de l'électron sont alignés, à un état dans lequel ils sont anti-alignés. L'état du dessus est très légèrement plus énergétique que celui du dessous, et la différence d'énergie, qui correspond à h nu, correspond à une fréquence nu de 1420 MHz, c'est-à-dire une longueur d'onde de 21 cm. C'est la fameuse raie à 21 cm, donc qui est l'arrêt de la transition de l'hydrogène neutre. Comme c'est une transition interdite, c'est-à-dire très peu probable au sens de la physique atomique, cette raie est très fine, et donc quand on la mesure dans l'espace, sa largeur va donner tout de suite des informations sur la rotation des corps, élargissement Doppler, sur le mouvement des corps par rapport à nous. Donc elle est très très riche d'enseignements. C'est en utilisant cette raie que, par exemple, Ewen et Purcell, suivis de Hort ensuite, aux Pays-Bas, et puis ça c'était dans les pays anglo-saxons, qui, suite aux prédictions en fait de Van de Hulst, qui avait dit bah, l'hydrogène est très fréquent un peu partout dans l'univers et en particulier dans la galaxie, donc en mesurant l'arrêt de l'hydrogène, on doit pouvoir cartographier notre galaxie à l'intérieur de laquelle on est. Et voilà les mesures qui avaient été établies, donc avec des nuages de gaz déterminés en fonction de la vitesse d'éloignement ou d'approchement des différentes parties. Et donc, on avait que le Soleil est là, au point jaune, le centre galactique est ici, et ils ont pu déterminer, donc à partir de ce survey de l'hydrogène neutre, noté H1, que notre galaxie avait une structure spirale, comme les galaxies qui sont observées donc en dehors de la nôtre. Alors, il y a bien d'autres observations extrêmement intéressantes réalisées dans le plan temps-fréquence par les radiotélescopes single dish. Par exemple, les pulsars. Les pulsars, on sait aujourd'hui, donc je ne vais pas vous refaire l'étude, hein, Jocelyn Bell, découverte en 67 à Cambridge, etc. On sait que ce sont des étoiles à neutrons fortement magnétisées, en rotation rapide, typiquement une seconde ou moins, qui émettent des faisceaux radio par leur pôle magnétique. Et quand ces faisceaux radio croisent accidentellement la direction de l'observateur, on voit un pulse. Bon. Ces impulsions, si on regardait une série temporelle dans une bande étroite de fréquences, ou alors si on était près du pulsar, on verrait comme ça des pulses relativement réguliers. Mais comme intervient la propagation dans le milieu interstellaire entre le pulsar et nous, d'une part, il va y avoir de la scintillation, donc des augmentations et diminutions d'intensité dues au phénomène de propagation, et d'autre part, il va y avoir le phénomène dit de dispersion. Les hautes fréquences voyagent un petit peu plus vite que les basses, la vitesse de groupe est un peu plus élevée, et donc les hautes fréquences arrivent un peu avant les basses, et donc on a des signaux qui arrivent dispersés comme ça. Si on les représentait par des sons, au lieu d'avoir le pulsar émettrait en fait des pulses comme ça, et on recevrait des tchou, tchou. Voilà, ça donne un peu ça.
Alors récemment, à partir de 2007, on a découvert des signaux qui ressemblaient un peu à ça, mais qui étaient isolés, qui n'étaient pas périodiques, qu'on a appelés des fast radio bursts, des sursauts radio rapides, qui sont extrêmement dispersés, d'origine extragalactique et dus à des phénomènes cataclysmiques. Très intéressant, c'est un nouveau domaine en pleine expansion qui a moins de 20 ans. Ça aussi, c'est très très bien fait avec des single dish parce que les sources ne sont pas résolues. La source, un pulsar ou une source de fast radio burst est une source ponctuelle. Et par contre, c'est dans le plan temps fréquence qu'on a l'information intéressante. Et puis voilà, par exemple, un autre exemple, c'est une observation au radar d'un noyau cométaire fait à Arecibo. Donc on envoie une onde, on reçoit sa réflexion qui va être shiftée à la fois en fréquence et en temps, et on va arriver à reconstituer une image. Alors on voit le noyau en rotation ici. Donc les single dish font des choses très intéressantes. Mais les single dish, ils sont adaptés aux fréquences relativement élevées, c'est-à-dire typiquement quelques centaines de mégahertz, quelques gigahertz. Quand on descend à basse fréquence, donc que les longueurs d'onde deviennent de l'ordre du mètre, de la dizaine de mètres, là, les paraboles ne sont pas du tout adaptées, parce que pour qu'une parabole focalise bien le rayonnement, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande que la longueur d'onde. Sinon, elle joue en gros le rôle d'un miroir plan. Bon. Et donc, les paraboles faisant au maximum de l'ordre de la centaine de mètres, on va dire, 300 pour Arecibo, eh ben, à une dizaine de mètres de longueur d'onde, ça ne marche plus. Donc, en fait, à basse fréquence, qu'est-ce qu'on fait? On retire la parabole, on ne garde que l'antenne focale détectrice, mais par contre, on met plusieurs antennes, et puis on va les coupler astucieusement pour additionner leurs signaux en phase, de manière à avoir l'équivalent d'une parabole, mais que l'on va pointer en sommant les signaux de petites antennes élémentaires. C'est ce qu'on appelle les réseaux phasés. Alors ça, vous voyez, ça va plutôt explorer la gamme basse fréquence, grande longueur d'onde de la fenêtre radio. Alors les réseaux phasés, il y en a des historiques, à Kharkov par exemple, depuis les années 70, à Kharkiv maintenant il faut dire, 2000 dipôles, sur 1 km fois 2 km, malheureusement détruits par la guerre, celui-là. Toujours en opération à Nancy, le réseau décamétrique de Nancy à partir de l'année 78, 144 antennes, et puis depuis 2005, donc un peu plus récent, on mord sur le 21e siècle déjà, le Long Wavelength Array, 256 antennes, des dipôles croisés comme ça au Nouveau-Mexique. Dans la gamme, vous voyez, ah, je me suis trompé, c'est 10,88 MHz, pas 188. Là, c'est 10 à 100 et là, c'est 10 à 37 à 35. Alors, un réseau phasé, comment ça marche en fait? Comment ça pointe? Puisque les antennes, c'est des espèces de dipôles en V à l'envers, comme ça, qui sont fixes au sol et qui ne bougent pas. Ça pointe de la manière suivante. D'abord, pour mémoire, un radiotélescope traditionnel, il pointe mécaniquement. On va déplacer mécaniquement la parabole pour pointer dans la direction qui nous intéresse. Mais ça, c'est lent, c'est lourd, le télescope fait des dizaines de tonnes, donc évidemment, on ne peut pas aller très très vite. Un réseau phasé, je vous démontre le fonctionnement à une dimension, mais c'est évidemment généralisable à deux dimensions. Imaginez que vous avez une série de dipôles, une série d'antennes au sol qui reçoit le signal venu du ciel et qui sont toutes connectées à un sommateur. Dans un réseau phasé, on fait la somme des signaux des antennes, qui sont connectés à un sommateur par des câbles qui font tous la même longueur. Alors, pour simplifier mon diagramme, je représente que les câbles des deux antennes extrêmes, mais évidemment, toutes les autres sont là aussi. Si mes câbles ont exactement la même longueur et que j'ai un sommateur, vous voyez que l'onde qui va arriver en phase sur les antennes, c'est celle qui vient du zénith, parce qu'elle vient de l'infini, c'est un plan d'onde, et ce plan d'onde va arriver simultanément sur toutes les antennes. Et donc la somme va être une somme en phase constructive. Si en revanche le signal vient d'une direction inclinée, eh bien, il ne va pas arriver en phase sur mes différentes antennes. Donc, si je faisais la somme de mes signaux après leur avoir fait parcourir des câbles de même longueur, eh bien, les signaux ne seraient plus en phase et j'aurais des interférences destructives et je serais plus sensible à mon signal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des longueurs de câbles supplémentaires aux antennes, on va dire, qui sont à droite, ici sur mon schéma. Ces longueurs de câbles sont destinées à compenser le délai de propagation dû à la propagation jusqu'à mes antennes les plus extrêmes. C'est ce qu'on appelle des lignes à retard. Ce sont effectivement des longueurs de câble commutables par électronique. Et donc, en mettant les bonnes longueurs de câble, on va incliner la frange brillante, c'est-à-dire la direction de réception de mon réseau, dans la direction que je veux dans le ciel. Donc, si je mets un retard de ce côté-là, je vais incliner en fait mon diagramme de ce côté-là. Si je mets le retard sur les antennes de l'autre côté, je vais incliner ma direction de pointage de l'autre côté. Et ça, évidemment, je peux le faire à la vitesse de commutation électronique et de relais électronique dans des racks électroniques. Donc, c'est très rapide par rapport au pointage d'une parabole mécanique. Donc, ça, c'est très bien. C'est ce qu'on fait en analogique dans les réseaux phasés avec des lignes à retard. Alors, avec ces réseaux phasés, on a fait aussi de même, pas d'imagerie, mais des études spectrales et spectrotemporelles très intéressantes. Par exemple, c'est avec ces réseaux qu'on a découvert
ce qu'on appelle les atomes de Rydberg. Ce sont des atomes, carbone, oxygène, azote, dans le milieu interstellaire, à des états d'excitation extrêmes. Donc le nombre quantique principal peut être plusieurs centaines, voire un millier. Si on calculait le diamètre, le rayon de l'atome avec la formule de Bohr, on obtiendrait en fait 0,1 mm pour le diamètre de l'atome. Et donc, on a des transitions entre les états de très proches en énergie qui correspondent à des multitudes de raies dans le domaine de quelques dizaines de mégahertz de fréquence. Donc ça a été découvert à Kharkov, en fait. Et donc, on a des raies d'absorption qui sont très faibles. Hein, c'est de l'ordre du millième, de quelques millièmes du signal, soit d'une radiosource d'arrière-plan, soit du fond galactique. Mais ça donne des indications. Ces raies, quand on zoome dessus, on voit la forme de la Lorentzienne sur l'état des atomes qui émettent ces raies. Alors, un autre cas dans lequel la dimension temporelle est très importante, c'est l'étude des émissions radio des planètes et de Jupiter en particulier. Les planètes, en particulier les planètes géantes et la Terre, ont un champ magnétique. Ce champ magnétique va guider des électrons et créer ce qu'on appelle une magnétosphère, une bulle magnétique autour de ces planètes, qui va être en quelque sorte un accélérateur de particules. Et les électrons accélérés à quelques kiloélectronvolts vont produire des émissions radio dans ce champ magnétique, des émissions radio de type cyclotron, très structuré en temps et en fréquence. Vous voyez ici, vous avez 5 heures d'observation sur des fréquences qui vont de 10 à 30 MHz. La couleur représente la polarisation des ondes. Et vous voyez que vous avez des structures extrêmement complexes en fréquence. On n'a pas d'image, mais c'est la complexité de ces structures qui a permis de reconstituer tout ce qui se passait en fait près de ces planètes-là. Et donc, on a compris que la magnétosphère était contrôlée par la rotation du champ magnétique. On a déterminé la forme et l'amplitude du champ magnétique. On a déterminé l'interaction du champ magnétique avec les lunes de Jupiter, comment les particules étaient accélérées. Donc, on a fait énormément de choses avec ces observations, temps-fréquence, faites avec des réseaux phasés. Alors, on peut aller à des résolutions temporelles extrêmes. Ça, c'est 5 heures. Ça, c'est 2 secondes. Vous voyez qu'à l'échelle de 2 secondes, l'émission est extrêmement structurée et c'est littéralement des paquets d'électrons qu'on voit glisser le long des lignes de champ magnétique. Donc on fait de la physique vraiment détaillée, presque in situ, avec ces observations. On voit aussi des franges, qui sont des franges dues à ce qu'on appelle la rotation Faraday. C'est la manière dont une polarisation linéaire se transmet dans un plasma, avec son plan de polarisation qui va tourner et qui va être reçu plus ou moins bien par une antenne elle-même polarisée. Donc c'est très riche d'informations. Et pour finir, sur les réseaux phasés, le Soleil, évidemment, est un grand émetteur d'ondes radio. Alors pas tellement la surface du Soleil, la photosphère, mais plutôt sa couronne, avec deux types d'émissions principales, soit des éjections de masse coronale, donc des nuages de gaz émis en fait lors des éruptions qui prennent un peu cette allure-là et qui vont à une vitesse supérieure à la vitesse du son et la vitesse d'Alven dans le milieu, donc elles sont supersoniques. Donc ces nuages de gaz créent des chocs dans le milieu interplanétaire et ces chocs accélèrent des électrons qui vont produire des ondes radio. Et puis on a par ailleurs des phénomènes éruptifs qui produisent directement des faisceaux de particules. Alors les chocs voyagent à 1000, 2000 km par seconde dans le milieu interplanétaire. Les faisceaux de particules, eux, peuvent voyager à 50 000, 100 000 km par seconde, un tiers de la vitesse de la lumière. Et donc ils vont donner ces événements dans le plan temps-fréquence. Là, les fréquences sont indiquées à l'envers, en fait, les hautes fréquences, parce que ça correspond à l'altitude au-dessus du Soleil. En bas, vous avez la photosphère, en gros, la basse couronne, et puis quand on monte, les fréquences diminuent, parce que ce sont les fréquences du milieu ambiant. Donc, les faisceaux de particules qui vont très vite donnent des émissions quasi verticales, donc qui couvrent presque toutes les fréquences à la fois, elles sont légèrement inclinées vers la fin. C'est ce qu'on appelle des sursauts de type 3. C'est historique, hein, on les a comptés 1, 2, 3. Le 1 ne correspondait pas à grand-chose, et donc il est resté 2 et 3. Et les types 2 sont justement les émissions qui correspondent aux électrons accélérés par ces chocs. Et donc, comme ils vont beaucoup plus lentement, 1000 ou 2000 km par seconde, les émissions sont beaucoup plus inclinées, en fait. Elles dérivent en temps beaucoup plus lentement par rapport aux fréquences. Donc tout ça, c'est fait par des réseaux phasés, c'est très riche d'enseignements physiques, mais aussi bien les grandes paraboles que les réseaux phasés ont quand même une limitation principale, c'est que comme ils ont une résolution angulaire qui est assez faible, minutes d'arc, dizaines de minutes d'arc, degrés, etc., ils sont soumis à ce qu'on appelle la confusion. La confusion, c'est le fait que l'univers est rempli de radiosources, en particulier des galaxies, et il y en a plein. Plus on va loin, plus on va vers des faibles intensités, plus il y a de galaxies. Et donc, on a une espèce de tôle ondulée, en fait, ici, que je pourrais représenter comme ça. Donc, on a plein de sources d'arrière-plan. Donc, ça, c'est mes coordonnées d'image. Et puis, en fait, le bruit de. Alors, quand je balade le faisceau d'un télescope à travers ça, bah, vous voyez que ça va me donner une réponse qui est bruitée.
parce que je me balade sur une tôle ondulée avec des pics et des creux qui sont très très variables. Et donc ce bruit de confusion, c'est un bruit spatial qui est proportionnel au carré de l'angle minimum de la résolution angulaire. Et donc plus la résolution est mauvaise, plus ce θ est grand, plus le bruit est important, plus cette fluctuation est importante. Et cette bruit de confusion, on ne peut pas le réduire en intégrant longtemps ou en intégrant en fréquence, puisque c'est un bruit spatial. Donc on est très limité. Ça, c'est vraiment, ça s'appelle la confusion. Et alors, l'autre limitation, c'est que les radiotélescopes single dish, bah, ils sont essentiellement monopixels. Vous avez un pixel au foyer, un cornet en général ou une antenne. Depuis quelques années, on fait des systèmes de multi-cornets ou multi-antennes. Donc, on a quelques pixels, mais on n'a clairement pas des dizaines de milliers de pixels. On ne fait pas des images directement au foyer d'une grande parabole. Pour faire une image, il va falloir balayer la source, ça va prendre du temps, etc. Bon. Alors, pour pallier à ces deux limitations, la faible résolution angulaire et la faible capacité d'imagerie, eh bien, dans les années 60, 70, etc., ça a même commencé en 52 avec Martin Ryle, qui a eu le prix Nobel, on a imaginé l'interférométrie. Alors, l'interférométrie, ça consiste à combiner les signaux de plusieurs radiotélescopes. Donc, chacun, ils ont une dimension grand D. Ces radiotélescopes sont étalés sur sur une région assez étendue dont le diamètre hors tout va être petit d, et la résolution angulaire va être lambda sur petit d cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va synthétiser un instrument qui serait identique à l'instrument recouvrant tous ces télescopes à la fois. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors pour comprendre comment est-ce qu'on fait ça, il faut faire un petit détour par l'optique de Fourier. Voilà, optique de Fourier, c'est ceci. Ici, je prends l'image d'une radiogalaxie. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez en fait une galaxie optique ici et puis des jets radio émis à très grande distance de la galaxie. Et toute cette image fait environ 1 minute d'arc. C'est la galaxie Cygnus A. Très bien. Je fais la transformée de Fourier à 2 dimensions de cette image et j'obtiens ceci. Alors ici, mes axes indiquent le zéro, en fait, hein, le zéro dans les 2 dimensions. Donc il y a autant d'informations, le même volume de données ici et là, puisque ici on a des données réelles, ici on a des données complexes, mais la fonction est paire parce que l'image est réelle. C'est une propriété de la transformée de Fourier. Donc on a le même volume de données. Et donc en fait, cette transformée de Fourier, alors vous avez l'habitude de la transformée de Fourier peut-être dans le domaine temporel. Quand vous avez un signal sonore ou un signal électronique temporel, on peut, par l'intermédiaire d'une transformation de Fourier, en faire le spectre, c'est-à-dire décomposer ce signal comme une somme de sinusoïdes, chaque sinusoïde ayant une fréquence, une amplitude et une phase. Mais ici, c'est exactement la même chose, mais à 2 dimensions. On va décomposer notre signal en un réseau de franges verticales, horizontales, inclinées, avec des petits interfranges, des grands interfranges. Et on va avoir une distribution du signal. Alors, comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends un point qui est un petit peu à droite de l'axe, ce point va correspondre, donc transformé de Fourier, à un réseau de franges avec un pas assez grand, puisque je suis proche de l'axe. Donc, je suis à basse fréquence spatiale, donc j'ai des franges relativement larges, et donc un réseau de franges qui couvre le ciel. Si j'éloigne le point de l'axe, il va représenter un réseau de franges beaucoup plus serré. Je vais à plus haute fréquence spatiale. Si je l'éloigne encore un petit peu et puis que je le mets hors axe, je le fais pivoter, il va correspondre à un réseau de franges plus fin encore et incliné. Et enfin, si je le mets carrément plus loin et sur l'axe vertical, il va correspondre à un réseau de franges très fin et puis horizontal cette fois-ci. Donc, j'ai vraiment une bijection entre la valeur de la composante de Fourier ici dans le plan, amplitude et phase, et puis le réseau de franges auquel il correspond sur le ciel. Et donc, mon image va être décomposée en une somme de réseaux de franges de toute amplitude, phase et pas confondus, qui vont représenter l'image. Et cette décomposition est unique, exactement comme quand on fait le spectre d'un signal temporel, on a un spectre unique là aussi. Alors, voilà donc mon image. Donc, on avait le spectre de Fourier. Maintenant, l'avantage, c'est que vous voyez, dans mon image, l'information sur l'image, ben, elle est répartie dans toute l'image. Si j'en prends que la moitié, ben, j'aurai qu'un seul lobe de la galaxie. Dans le plan de Fourier, les basses fréquences sont au centre, c'est des basses fréquences spatiales, c'est-à-dire les grandes structures très étendues. Et les hautes fréquences, c'est-à-dire qui correspondent aux petits détails fins, sont sur les bords. Donc si par exemple je ne garde que les basses fréquences, ici je ne garde que ce qu'il y a dans le cercle rouge et je mets tout le reste à zéro, et que je fais la transformée de Fourier inverse, vous voyez que j'obtiens cette image-là. C'est une version floutée de ma galaxie d'origine, mais on a quand même une information. Je sais quand même qu'il y a 2 blobs déjà, donc j'ai déjà une information spatiale. Si je garde un petit peu plus d'informations, vous voyez, je vais un peu plus loin du centre, et ben, je commence à voir apparaître des détails. Ça, c'est ce qui correspond à un filtrage passe-bas. Je garde les basses fréquences spatiales.
Si j'augmente encore un peu la fréquence, je vois quand même là, mon image commence à avoir une qualité qui est assez bonne. Et pourtant, vous voyez, j'ai gardé quelques pourcents du volume de données, en fait, de l'information qui est dans mon plan de Fourier. Donc déjà, le passage dans le plan de Fourier me permet de compresser l'information. Je n'ai besoin que d'une petite fraction de l'information près du centre pour avoir une bonne information sur mon image. Si par exemple, je ne garde que les hautes fréquences, donc j'exclus ce qui est à l'intérieur du cercle noir ici et je garde que ce qu'il y a autour, vous voyez que je n'ai plus que les petits détails de mon image. Et par contre, j'ai perdu l'information sur les grandes structures puisqu'elle était contenue dans les basses fréquences. OK? C'est clair? Voilà. Alors, si je prends un masque discret, c'est-à-dire quelques points mesurés un peu partout et que je l'applique sur ma transformée de Fourier, j'obtiens ça. Et puis par transformée de Fourier inverse, vous voyez que j'ai une image qui est quand même assez bonne. Bon, vous allez me dire, OK, c'est bien beau tout ça, optique de Fourier. Quel rapport avec l'interférométrie? Alors le rapport, c'est le suivant. L'interférométrie, c'est utiliser un réseau d'antennes, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire comme pour un réseau phasé. Un réseau phasé, je vous ai dit qu'on faisait la somme instantanée des signaux de toutes les antennes. En interférométrie, pas du tout. On va prendre chaque paire d'antennes isolément, et pour chaque paire d'antennes, on va faire le produit des signaux mesurés par les deux antennes. Alors, vous voyez ici, par exemple, je pointe dans une direction donnée, donc j'ai un retard taux de propagation pour que le signal qui arrive de l'infini arrive sur cette antenne par rapport à celle-ci. Donc, on va avoir une différence de marche C fois taux, qui est égale à la longueur de la base fois le cosinus de l'angle. Et puis, on va avoir, donc mon onde arrive du vecteur K ici. Voilà, on a un rapport entre taux, la différence de phase à la fréquence F, qui est ici, qui est B scalaire K, etc. Et donc, ça, c'est ce qui est. Donc, on a un système de franges, qui sont les interférences en fait mesurées par cet instrument, dues à cette phase ici, qui va être mesurée par l'interféromètre, donc à la fréquence F, au cours du temps. Et cette valeur que l'on moyenne sur un certain temps qui est grand par rapport à l'inverse de la fréquence, la période de l'onde, ça s'appelle une visibilité. C'est une corrélation, vraiment, mais on appelle ça une corrélation moyenne, et on appelle ça une visibilité. Cette visibilité, elle dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde, et elle dépend de la longueur de la base et de la direction dans laquelle on observe. Eh bien, il se trouve que la valeur de cette visibilité, cette corrélation, c'est exactement la valeur de la composante de Fourier qui est située dans le plan de Fourier à distance B sur lambda, enfin B cosinus θ sur lambda du centre. Donc la longueur de ma base projetée perpendiculairement à la source, B cosinus θ, divisé par la longueur d'onde, c'est la coordonnée de ma composante de Fourier, avec l'orientation, bien sûr, qui est due à l'orientation de la base par rapport au plan du ciel. Et donc, en fait, un interféromètre mesure directement les composantes de Fourier de mon image. Ça, c'est une conséquence de ce qu'on appelle le théorème de Zernikov-van Sittert, qui est plus général que ça, qui parle d'une géométrie sphérique, mais quand on prend des petits champs et des plans d'ondes, le théorème de Zernikov-van Sittert vous dit que la corrélation des signaux détectés par une paire d'antennes, c'est égal à la composante de Fourier correspondant à cette base-là. Donc un interféromètre va directement mesurer des points dans le plan de Fourier, et il suffira de faire une transformée de Fourier inverse pour obtenir une image. Alors, un peu plus de détails pratiques. J'utilise une série d'images, là, toutes du même format, qui est tirée d'un petit logiciel simulateur. Je vous donne son adresse web à la fin, hein, le lien. On peut vraiment jouer avec un interféromètre virtuel comme on veut avec ce simulateur. Donc ici, on place des antennes au sol. Là, j'ai deux antennes seulement. Ici, c'est le plan de Fourier dans lequel j'ai mes longueurs de base. Ça, c'est la transformée de mon plan de Fourier. Donc, c'est la PSF, c'est la réponse de mon instrument fait de ces antennes-là. Ça, c'est un panneau de réglage, on s'en fiche. Ça, c'est la scène, c'est le modèle d'image que je veux observer avec cet instrument-là. Et ça, c'est l'image que j'obtiens. Donc, vous voyez, ici, si j'ai une base B entre mes deux antennes, je vais avoir deux points dans le plan de Fourier. Je vais avoir B sur cos θ, B cos θ sur lambda et moins B cos θ sur lambda, bien sûr, parce que la base, c'est 1 vers 2 ou 2 vers 1. Donc, j'ai toujours deux points symétriques dans le plan de Fourier. Et puis, ça va correspondre deux points à un réseau de franges sur le ciel, des franges perpendiculaires à cette base et dont le pas va valoir lambda sur B cosinus θ. Et puis, ce réseau de franges, cette réponse d'instrument va être convoluée avec ma source pour donner finalement l'image finale. Alors, vous voyez, quand j'ai un radiotélescope fait de deux antennes seulement, ce n'est pas terrible parce que deux antennes, je vois juste un réseau de franges dans le ciel. Et quand je le convolue avec une source ponctuelle ici, j'ai un réseau de franges qui est centré sur la source ponctuelle. Vous voyez, cette frange-là, elle est bien centrée sur la source, mais c'est tout. La source, elle peut être ici, là ou là, n'importe où, je ne sais pas. Bon. Donc, j'ajoute une troisième antenne. Si j'ajoute une troisième antenne, vous voyez que je peuple beaucoup plus mon plan de Fourier, parce que cette fois-ci, j'ai trois corrélations. J'ai 1, 2, 1, 3 et 2, 3, avec leur symétrique.
Et donc, je vais avoir plusieurs points dans le plan de Fourier. Ça va me donner une réponse, une PSF, la transformée de Fourier de ça, qui est encore pleine de répétitions et d'artefacts, mais qui est déjà plus limitée. Quand je convolue cette réponse avec ça, ben, j'obtiens une série de tâches dans le ciel, dont il y a bien une tâche qui est centrée sur ma source, mais il y a d'autres tâches, bien sûr, qui sont dues aux périodicités dans l'instrument. Qu'à cela ne tienne, mon interféromètre, il est sur Terre, la Terre tourne. Si je peux observer pendant une durée qui est plus longue, à chaque instant, ma base va tourner par rapport à la source. Et donc, au lieu d'avoir des points dans le plan de Fourier, je vais avoir des portions d'ellipse qui sont en fait les points parcourus par ma base au cours de la rotation de la Terre. Et donc, comme je couvre beaucoup mieux le plan de Fourier, vous voyez que la PSF, la transformée de Fourier ici, devient un point beaucoup mieux défini, et en particulier, on efface essentiellement les artefacts et les répétitions. Et quand je convolue ça avec ma source, eh ben, j'ai une source ponctuelle au bon endroit. Ça commence à ressembler à quelque chose. Si je réduis, si me vais à une longueur d'onde plus petite, j'améliore ma résolution angulaire, puisque ma résolution angulaire, c'est lambda sur B. Donc, si je diminue ma longueur d'onde, j'ai une tâche qui est mieux définie. Si j'augmente le nombre d'antennes, évidemment, je vais considérablement augmenter la couverture du plan UV. Ici, j'ai une couverture de 24 heures. Ma source est circumpolaire, donc je peux l'observer tout le temps. Vous voyez que j'ai une très bonne couverture et donc cette fois-ci, ma PSF devient remarquablement régulière et j'ai maintenant une belle image de ma source. Et si je réduis encore la longueur d'onde, je vais avoir une source ponctuelle et commencer à avoir quelque chose qui ressemble à une image. Donc voilà l'interférométrie, voilà ce que ça fait. Alors, si au lieu de remplacer ma source, si au lieu de considérer une source ponctuelle, je prends une scène, ça c'est une image optique de la nébuleuse d'Orion. Donc c'est mon modèle de source que j'observe. Je l'observe avec le Very Large Array, un radiotélescope constitué de 27 antennes, 27 paraboles au Nouveau-Mexique. Donc voilà la disposition des antennes sur le sol sur quelques kilomètres. Voilà la couverture du plan UV qui est due à toutes les corrélations. Vous voyez, chaque point correspond à une base formée par deux antennes. Donc j'ai toutes les bases possibles formées par tous les couples d'antennes. Ça me donne tous ces points-là. Ça, c'est la transformée de Fourier instantanée. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'artefacts ici parce qu'il y a des périodicités là-dedans. Quand je convolue ça avec mon image, bon, j'obtiens quand même une image qui commence à ressembler à quelque chose. J'ai quand même pas mal d'artefacts dessus, de répétitions, de fausses sources. Qu'à cela ne tienne, je laisse la Terre tourner. Au lieu d'avoir une observation instantanée, j'ai une observation de 12 heures. J'ai une très bonne couverture de mon plan de Fourier et donc une très bonne PSF. Et mon image commence maintenant à ressembler à quelque chose. Je diminue la longueur d'onde, mon image s'affine. Je diminue encore la longueur d'onde, mon image s'affine un peu plus, s'affine encore un peu plus. Je commence à avoir une image qui commence à ressembler à une image optique, alors qu'on est à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. Mais j'ai un instrument qui fait des kilomètres de diamètre. Et puis, si je diminue encore ma longueur d'onde, là, je fais comme tout à l'heure quand j'avais gardé que les hautes fréquences. Je deviens tellement sensible aux hautes fréquences et pas aux basses fréquences que je perds en fait les grandes structures de mon image et je ne vois plus que les petits détails fins, les petites sources ponctuelles, les trucs comme ça. Bon, donc il faut savoir évidemment où s'arrêter. Très bien. Alors, vous voyez que quand je fais des images instantanées en particulier, comme tout à l'heure, ma PSF, elle est complexe, elle a des répétitions. Donc, si avec cette PSF, je fais une image instantanée de Cygnus A, par exemple, je vais bien avoir une image qui est pas mal, mais il va y avoir plein de répétitions et d'artefacts. Et donc, il y a toute une étape de déconvolution et de reconstruction d'images mathématiques qui est nécessaire derrière l'imagerie, suivant la manière dont on l'a fait. Alors, les interféromètres classiques, ceux du XXe siècle, je ne suis pas encore arrivé au XXIe siècle, ça c'est pour la troisième heure de mon exposé. Les interféromètres classiques, il y en a pas mal. Il y a Westerbork aux Pays-Bas, 14 paraboles. Le VLA, donc, dont j'ai parlé au Nouveau-Mexique, 27 paraboles de 25 mètres. Le GMRT en Inde, qui est le plus grand en termes de surface à ce jour. Et puis, à plus haute fréquence, dans les longueurs d'onde millimétriques, on a l'IRAM en France, hein, au-dessus de Grenoble, ALMA au Chili maintenant, le SMA à Hawaï, etc. Alors, voilà quelques observations maintenant qu'on peut faire grâce. Alors, les interféromètres permettent de faire de l'imagerie, des images. Voilà le type d'image qu'on obtient. Ici, vous avez par exemple sur Jupiter, c'est une image optique et une image ultraviolette pour les aurores en haut. Et puis là, vous avez à la même échelle une image de Jupiter en radio avec le VLA à 20 cm à 10 cm de longueur d'onde, 3 GHz. Alors, vous voyez qu'en radio, Jupiter a des oreilles. Bon, en fait, ça met en évidence le champ magnétique de Jupiter qui est comme celui d'un barreau aimanté. Donc ça, c'est des lignes de champ magnétique dipolaires dans lesquelles des électrons se déplacent à haute énergie. Ces électrons produisent du rayonnement synchrotron, donc qui va justifier de cette émission. Donc ça, c'est vraiment c'est des choses qui sont invisibles en optique. Donc chaque fois que vous allez dans un nouveau domaine de longueur d'onde, évidemment, vous voyez autre chose. Alors ça, j'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est la galaxie Hercule A en optique et en radio. Attention, boum, là voilà. Voilà, en radio, on voit ça.
qui est totalement invisible en optique, c'est les jets émis par les trous noirs essentiellement géants au centre des galaxies. Ces jets sont en interaction avec le milieu intergalactique. Alors les distances en jeu sont absolument considérables, bien sûr, hein. C'est des dizaines de kiloparsecs, des centaines de kiloparsecs. Donc c'est absolument colossal. Alors c'est aussi du rayonnement synchrotron, hein, donc le rayonnement de parties d'électrons énergétiques dans le faible champ magnétique ambiant, ici local, qui a un spectre très différent du rayonnement thermique, hein. Donc on peut l'identifier spectralement. En mesurant son spectre, on voit que ce n'est pas une courbe de Planck, mais c'est plutôt une loi de puissance. Alors, ça, par exemple, c'est des observations dans l'arrêt de l'hydrogène neutre. On sait que l'hydrogène, c'est le composant majeur de l'univers et des galaxies en particulier. Donc ça, c'est quand on fait une observation optique une galaxie NGC 6946 ou le groupe de M81 en visible. Et puis là, vous avez la même chose en radio. Alors en radio, vous voyez qu'à la même échelle, je précise. Donc vous voyez que dans le cas de NGC, l'hydrogène neutre s'étend bien, bien, bien au-delà des étoiles brillantes, en fait. Donc on a de l'hydrogène beaucoup plus loin, et c'est grâce à des mesures comme ça et à l'effet Doppler qu'on mesure la rotation des galaxies, la courbe de rotation des galaxies. Pour le groupe M81, bon, on voit les galaxies, on voit des structures beaucoup plus fines, et on voit surtout des ponts de matière entre les galaxies qui apparaissent en hydrogène neutre et qui n'étaient pas visibles en optique. Alors ça, c'est obtenu à très haute fréquence par ALMA, donc en millimétrique, submillimétrique. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un système stellaire avec une étoile au centre en formation et puis des planètes en formation ici qui creusent des sillons dans le disque de matière autour de l'étoile. Et cette image est absolument fabuleuse parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la simulation numérique qui avait été faite des mêmes phénomènes avant. Et puis, quand on mesure ce qu'on appelle la rotation Faraday, donc la variation de la polarisation linéaire des ondes en fonction de la fréquence, on peut remonter à la direction du champ magnétique, cartographier le champ magnétique. Par exemple, ici, ce sont les petits traits jaunes. Là, c'est une image optique de la galaxie des chiens de chasse. Ici, vous avez les isocontours radio en blanc et la direction du champ magnétique. Vous voyez que le champ magnétique s'organise d'une galaxie à l'autre, ici dans le pont de matière. Donc, on a vraiment des informations extrêmement intéressantes avec ça. Alors, les radiotélescopes, la taille de l'instrument à la surface de la Terre, elle est limitée par la taille de la Terre. Et la taille de la Terre, eh bien, ça permet donc des bases très très longues. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie à très longue base. Alors, on a de la très haute résolution, de la milliseconde d'arc, hein, mais dans des champs très petits. Et c'est avec ça qu'on a vu, par exemple, les jets superluminiques émis par les quasars. Ça, c'est une image faite à peu près à 1 an d'écart. On a l'impression que le jet s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière. En fait, c'est un effet d'optique, enfin un effet de géométrie. On a mesuré récemment, là, il y a 2 ans à peine, les premières ceintures de radiation autour d'étoiles. Ça, c'était les ceintures de radiation autour de Jupiter. On observe la même chose autour d'étoiles. Et évidemment, comment ne pas mentionner l'émission radio thermique autour du trou noir de la galaxie M87, mesurée par l'Event Horizon Telescope en 2019. Et donc, qui est bien sûr calculé par la théorie d'Einstein en parallèle, etc. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transmettre le signal entre tous les télescopes pour pouvoir le corréler ensemble? Eh bien, quand les télescopes ne sont pas trop éloignés, quelques kilomètres, on utilise des câbles radiofréquences, hein, des câbles métalliques. Au-delà, jusqu'à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, on peut utiliser des fibres optiques. Au-delà encore, on peut utiliser des faisceaux radio-hertziens à beaucoup plus haute fréquence. Et puis, quand on veut faire de la VLBI, de l'interférométrie très longue base, là, on enregistre localement le signal avec un signal d'horloge de référence, une horloge atomique, un rubidium, un maser à hydrogène. On enregistre jadis sur des bandes magnétiques, aujourd'hui sur des disques durs. On transporte ensuite les disques durs ou les bandes magnétiques dans un institut qui va les recevoir des divers télescopes. On recale la base de temps pour chaque télescope et on effectue les corrélations a posteriori. Voilà. Donc ça, c'est très bien. J'en arrive au 21e siècle. Ça tombe bien, il me reste 2 minutes pour la conf. Donc j'en arrive au 21e siècle. Alors au 21e siècle, la grande nouveauté, c'est qu'on a de l'électronique et de l'informatique rapide. Et donc ça permet de numériser les signaux directement au pied des antennes, d'avoir le champ électrique, comme je disais, la phase de l'onde dès qu'elle est mesurée directement en numérique. Et ça ouvre des perspectives énormes. Alors évidemment, c'est plus facile à faire à basse fréquence, puisque les fréquences sont plus faibles. Et donc, les premiers instruments numériques, radiotélescopes numériques du 21e siècle, ont plutôt mis l'accent sur les basses fréquences. Mais aux basses fréquences, il y a des difficultés. Il y a l'ionosphère terrestre qui fait énormément bouger les images, comme ici, parce qu'il y a des perturbations qui affectent la propagation. Le ciel est très brillant à basse fréquence, hein. Quand la température équivalente du corps noir équivalent monte à des milliers, voire des centaines de milliers de Kelvin quand on descend vers 100 ou 10 MHz. Ça, c'est dû au rayonnement synchrotron des électrons dans la galaxie. Et puis, il y a plein de parasites, bien sûr, dans l'environnement terrestre. Malgré tout,
c'est quand même dans cette gamme entre, on va dire, à quelques dizaines, à 200-300 MHz, qu'ont été faits les premiers instruments du 21e siècle, radiotélescopes numériques précurseurs. Et le premier d'entre eux, c'est l'OFAR, un instrument qui s'est construit à partir des Pays-Bas, à travers les pays d'Europe environnants, dont la France, ici à Nancy. Il a été démarré vers les années 2000 et est rentré en opération en 2012. Il est formé d'une cinquantaine de, j'ai mis stations entre guillemets. Chaque station, c'est un ensemble d'antennes. En fait, cet ensemble d'antennes est lui-même un réseau phasé. Je vous avais dit plus tôt qu'un réseau phasé se comporte comme un single dish que l'on peut pointer électroniquement. Et la combinaison de ces réseaux phasés fait un interféromètre de très grande dimension. Alors en fait, voilà par exemple celui qui est annoncé, ils sont tous quasi identiques, hein, ils se ressemblent. On a en fait deux jeux d'antennes, parce qu'on couvre une gamme de fréquences assez large, de part et d'autre de la bande FM. Donc les antennes sont des antennes extrêmement simples, de simples fils ou des lames de métal dans des tuiles. Alors bien sûr, le problème de ces instruments, c'est qu'ils sont moches. Esthétiquement, vraiment, ils sont très moches, rien à voir avec une belle parabole de 100 mètres de diamètre. Bon. Mais à part ça, on a deux jeux d'antennes, un qui couvre les fréquences en dessous de la bande FM, un qui couvre les fréquences au-dessus de la bande FM, qui contiennent à peu près une centaine d'antennes dans une fraction d'hectare. Et les signaux vont être numérisés, phasés, sommés entre eux, et puis ensuite envoyés avec un signal d'horloge, rubidium, à 3 gigabits par seconde vers le corrélateur central qui est aux Pays-Bas. Donc, c'est de la VLBI littéralement, comme la VLBI, mais de la VLBI en permanence, en temps quasi réel, puisqu'on envoie le signal d'horloge de manière asynchrone par un réseau informatique, et ça, plein pot en continu. Alors, le pointage numérique, je vous avais déjà décrit le réseau phasé avec ses décalages temporels, le pointage numérique amène une richesse supplémentaire. Je vous avais dit, quand on veut pointer par là, on met des longueurs de câble supplémentaires delta t ici, mais au lieu de mettre des longueurs de câble, comme j'ai numérisé mon signal, je peux en fait simplement déplacer le signal dans ma mémoire tampon. J'ai juste un décalage de chiffres, de nombres à faire. Donc, je peux aussi le décaler dans l'autre sens, en négatif, et je peux même le décaler dans les deux sens à la fois si je fais une copie du signal. Donc, mon réseau phasé numérique va me permettre, sans bouger, sans ligne à retard, sans commutation, juste par le calcul, de synthétiser des faisceaux multiples dans le ciel simultanément. Alors ça, c'est vraiment une vidéo des années 2000, hein, vous voyez le style de vidéo. C'était la vidéo publicitaire, on va dire, mais qui s'est vraiment réalisée de l'instrument LOFAR, qui permet de faire des faisceaux multiples, quasi instantanés, c'est la vitesse du calcul informatique, et qui permet de répondre rapidement à ce qui se passe dans le ciel. Très bien. Alors grâce à ça, l'OFAR, c'est un instrument multi-échelle. Chaque station est localisée à un endroit donné. Au nord des Pays-Bas, on a un champ de 300 mètres de diamètre qui contient 6 stations. Et puis, on en a une vingtaine dans un rayon de 3 km de diamètre. Et puis, une quarantaine au total aux Pays-Bas et un peu plus d'une cinquantaine dans toute l'Europe. Et alors, chaque antenne, alors, tout est immobile. C'est uniquement le phasage, les sommations et les corrélations qui vont faire la réponse de l'instrument. Donc chaque antenne, comme elle est immobile, il faut que l'antenne unique voit le maximum du ciel à un instant donné, puisqu'on ne pourra pas regarder en dehors du lobe de l'antenne. Donc chaque antenne, qui a une forme comme ça de V inversée, hein, c'est des fils comme ça tenus par un mât, reçoit le signal en forme de patate sur quasiment 2 pistes irradiants. Au niveau d'une station, on va combiner en numérique les signaux des antennes pour faire un réseau phasé qui va pouvoir synthétiser plusieurs faisceaux, par exemple le rose et le jaune, qui regardent dans certaines directions à la fois. Au niveau du cœur de l'instrument, on peut synthétiser des pinceaux encore plus fins qui vont aller regarder des sources particulières. Et au niveau de l'instrument complet, ici, on va pouvoir générer des images par corrélation et par interférométrie qui vont avoir une taille de pixels qui va correspondre à lambda sur D, mais avec D cette fois-ci qui vaut 2000 km, la dimension totale de l'instrument. Donc ça devient très intéressant. Donc c'est vraiment un radiotélescope logiciel. C'est comme si on avait plein de single dish qui peuvent pointer en même temps, mais sans bouger, en fait, uniquement en phasant le signal. Alors, le problème, c'est que, ah oui, j'aurais dû le mentionner avant, il y a quand même un problème, c'est que quand vous avez une parabole et que vous la pointez, bah, l'avantage, c'est que la réponse de la parabole, sa PSF, elle se déplace avec elle. C'est toujours la même que je pointe ici ou là ou ici. D'accord. Par contre, quand j'ai un réseau d'antennes sur le sol et que je le fasse de manière différente, eh bien, la réponse de l'antenne et la réponse du réseau va dépendre de la direction où on pointe. Donc, on a un instrument assez complexe dont la PSF varie avec la direction dans le ciel. Donc, ça veut dire que pour faire des images à grand champ, ça devient franchement compliqué. C'est une complication qu'on ne savait pas résoudre avant les années 90. Dans les années 60, il y a un article historique de Maurice et al. 64 qui décrit
qui donne in extenso les équations qui permettent de remonter des visibilités interférométriques, donc des corrélations, à la distribution des paramètres de Stokes, donc SQUV, et l'image du ciel. Mais c'était ultra compliqué et en fait, on savait bien le faire que pour l'intensité totale. Alors, en 96, il y a trois articles fondateurs dans Astronomie et Astrophysics par ces trois auteurs-là qui ont posé un nouveau cadre mathématique pour l'interférométrie en montrant que par une multiplication de matrices, on pouvait isoler la réponse du ciel, c'est-à-dire l'image du ciel au centre de l'équation, et puis mettre de chaque côté les étapes successives des transformations qui étaient subies par le signal pour arriver sur chacune des deux antennes du fait de la propagation, la rotation Faraday, l'angle parallactique, la réponse de l'instrument, etc. Tout ça est mis sous forme de petites matrices 2-2 qu'on appelle des matrices de Jones. Ça donnait quand même des systèmes de 10 puissance 11, 10 puissance 12 équations à résoudre qui étaient assez lourds. Et donc récemment, à l'Observatoire de Paris, l'une des personnes que j'ai remercié au début de ce talk, en fait, Cyril Tass, a développé un formalisme mathématique extrêmement élégant pour quasi diagonaliser en fait ces équations et donc permettre une résolution du système complet simultanée dans toutes les directions à la fois, extrêmement puissante. Alors, grâce à ça, ça a vraiment révolutionné les choses. L'application à l'OFAR, c'est qu'en fait, on résout l'imagerie. Alors, l'OFAR permet de faire de l'imagerie à très grand champ, plusieurs degrés, plusieurs dizaines de degrés carrés, donc c'est énorme. Et donc, comme je vous ai dit, la réponse de l'instrument varie à travers le champ. Donc, l'astuce consiste à découper le champ en facettes et à résoudre les équations simultanément dans toutes les facettes grâce à cette diagonalisation dont je vous parlais. Ça permet de prendre en compte la polarisation, les effets instrumentaux et de faire de l'optique adaptative pour corriger l'ionosphère directement en numérique. Alors, avant ce formalisme, voilà les images qu'on obtenait avec l'OFAR, qui étaient déjà des images excellentes. On n'avait jamais vu ça aux fréquences de 50 à 100 MHz en radio dans le ciel. Tout ce que vous voyez ici, les sources étendues, c'est des galaxies avec des jets, des choses comme ça, mais vous voyez qu'il y avait des artefacts absolument terribles. Avec le nouveau formalisme introduit, donc comme je vous ai dit précédemment, la même image devient ça. Alors ça devient quand même assez sympa parce que là, on voit les jets, on voit les structures fines. Ça, c'est une image à très grand champ ici. Et c'est applicable évidemment à tous les interféromètres. C'est un formalin complètement général. Alors avec ça, voilà quelques résultats qu'on a obtenus avec l'OFAR. On a fait l'imagerie des ceintures de radiation de Jupiter aux plus basses fréquences jamais observées. Ça, j'ai fait ça avec le deuxième collègue que je remercie, Julien Girard, ici. Voilà par exemple la nébuleuse Cassiopéa à 60 MHz, malgré tout avec une bonne résolution. Et en plus, on a le spectre évidemment en chaque point, donc les raies d'absorption dus aux raies d'atomes de Rydberg dont je vous parlais. Voilà par exemple l'image de la binaire SS433, qui est une binaire en interaction très violente avec des jets qui produisent des structures spirales qui s'enroulent comme ça et donnent ces formes assez bizarres. Donc il y a énormément de physique que évidemment je n'ai pas le temps de détailler ici. Et puis, il y a eu quand même une avancée majeure avec l'OFAR, c'est le survey de tout le ciel de l'hémisphère nord, qui est toujours en cours, mais qui est maintenant aux 2 tiers effectué. Et l'idée, c'était d'avoir un survey du ciel avec une sensibilité 1 à 2 ordres de grandeur meilleure que tout ce qui s'était fait avant, et surtout avec une résolution angulaire à toutes les échelles bien meilleure qu'avant. Alors pour comparer avec ce qui a été fait avant, voilà par exemple le VLA, qui était quand même l'interféromètre de référence pendant des décennies au Nouveau-Mexique, et les antennes se déplacent sur des rails. Donc, soit il y a des configurations compactes quand on veut regarder les grandes structures, soit on va les écarter quand on veut regarder les petits détails. Donc, en configuration très étendue, le VLA a fait des cartes du ciel où on voit les sources ponctuelles, donc à 1,4 GHz, et il mesure à peu près 90 sources par degré carré. En configuration compacte, pour le même champ du ciel, on va voir plutôt les sources étendues, et donc ça va rajouter quelques dizaines de sources, toujours à 1,4 giga. Et bien voilà ce que l'OFAR obtient à 150 MHz. Donc la fréquence est 10 fois plus faible, donc le lambda est 10 fois plus grand. Donc on part déjà d'une situation 10 fois pire. Et pourtant, comme toutes les échelles petites et grandes sont couvertes simultanément avec une grande sensibilité, on obtient une image dans laquelle on détecte 750 sources par degré carré avec un luxe de détails en fait et de structure incroyable. Si je zoome sur celle-là, vous voyez qu'on a des détails qui commencent presque à être comparables à l'optique et qui permettent de faire des études de multilongueur d'onde très très pertinentes en fait. On peut mesurer le même phénomène optique, radio, le spectre, les variabilités simultanées, etc. Alors dans le domaine des galaxies et des amas, vous voyez tous ces petits jets, l'OFAR permet de faire des zooms comme ça. Alors, c'est un vrai festival pour les gens. C'est pas mon cas. Moi, j'étudie pas les amas, les galaxies. Mais vous avez l'espèce de spermatozoïdes qui sont là. Ce sont des galaxies, en fait, qui se sauvent avec une queue de matière laissée derrière, un sillage. Vous avez des interactions de galaxies, des chocs, du synchrotron partout. C'est un véritable festival sur lequel je ne vais pas m'étendre.
Alors, évidemment, on peut aussi, avec l'OFAR, comme je vous dis, avec le cœur de l'OFAR, faire des faisceaux très fins, parce que toutes les sources intéressantes ne sont pas résolues. Les images ne permettent pas de résoudre tout, en particulier un pulsar, aucune chance de le résoudre. Une planète, une exoplanète, c'est pareil, c'est toujours une source ponctuelle, c'est trop petit et trop loin. Donc, toute l'information pertinente, elle est dans le plan temps-fréquence. OK. Donc, dans le plan temps-fréquence, on peut faire des faisceaux avec le cœur de l'OFAR. Donc ces faisceaux sont limités à 3 km, un ensemble de stations à l'intérieur de 3 km de diamètre. Ils voient à peu près la même ionosphère. Donc avec ça, on arrive à faire plein de choses. Ça, c'est des observations de pulsars faites avec l'OFAR. On a découvert le pulsar le plus lent, on a découvert une centaine de pulsars nouveaux, un pulsar qui oscille entre les rayons X et la radio, des binaires qui s'occultent. On a pu faire de très belles observations du Soleil, à la fois en pseudo-imagerie et puis en temps-fréquence. Vous voyez qu'ici, on a des structures, et quand on parcourt les structures, ça s'allume sur les images. Et bon, je passe sur les observations en mode forme d'onde parce que j'ai pas le temps. Alors, l'OFAR a un petit frère qui s'appelle Nénuphar, qu'on a construit en France, qu'on a conçu et réalisé en France, qui est vraiment un LOFAR-like instrument, mais compact, à basse fréquence, donc focalisé sur la gamme 10-85 MHz, et qui est formé d'antennes plus sensibles, plus nombreuses. Il y a autant d'antennes dans Nénuphar que dans tout l'OFAR à travers l'Europe. Donc, c'est des antennes comme ça, basse fréquence, plus sensibles. Et c'est un instrument, alors voilà, voilà une petite vue aérienne ici, qui va vraiment couvrir les basses fréquences qui étaient mal couvertes par l'OFAR avec une très grande sensibilité, qui est formé lui aussi de petits réseaux phasés qui sont ensuite numérisés et on fait de l'interférométrie et du réseau phasé à plus grande échelle. Alors quelques chiffres, hein, 2000 antennes, des très gros débits de données, bon, etc. Alors avec Nénuphar, on étudie des sujets qui sont complémentaires à ceux de l'OFAR. Par exemple, on recherche le signal dit de l'aube cosmique, qui est la partie vraiment de formation des premières étoiles à galaxies, pour lequel la théorie prédit une signature spectrale vers 60-70 MHz. Alors on le cherche à la fois dans le domaine spectral et en imagerie. On cherche évidemment à mettre en évidence les émissions radio des exoplanètes, des étoiles et des interactions étoiles-planètes qui sont très riches d'informations pour la physique des plasmas de ces objets, les champs magnétiques qu'on ne peut pas mesurer autrement. On regarde les raies de recombinaison interstellaires, alors on en détecte des milliers, des forêts incroyables. Bien sûr, les pulsars sont toujours des objets très intéressants. On observe des pulsars millisecondes, on a observé des nouveaux qu'on n'avait jamais observés à basse fréquence, les pulses géants du crabe, la variation des pulses avec la fréquence qui permet d'étudier la géométrie qu'on n'arrivera jamais à résoudre en imagerie. Le Soleil, très intéressant à la fois en imagerie et en temps fréquence avec des structures très fines là-dedans qui permettent d'étudier la turbulence dans la couronne solaire, bon, etc. Alors bien sûr, l'OFAR et Nénuphar sont vraiment les précurseurs de ces nouveaux radiotélescopes numériques, mais ce ne sont pas les seuls. En particulier, MERCAT, c'est vraiment un ensemble de paraboles, alors 16 au début, 64 bientôt, et ce sera intégré dans le Square Kilometer Array dans les années qui viennent. C'est un instrument qui fonctionne dans la gamme traditionnelle du gigahertz et qui est en hémisphère sud, donc il voit le centre galactique. Il a fait des images du centre galactique assez hallucinantes où en fait on voit des filaments, donc ça c'est le centre galactique, le plan galactique, des filaments, des bulles, et puis à plus grande échelle, on voit apparaître des boucles gigantesques de matière ici, à la même échelle, donc toute une nouvelles études à faire dans le centre galactique. Aux fréquences plus basses, en Australie, le MWA a fait un survey très intéressant et polarisé du ciel dans cette gamme de fréquences. Alors, le problème, vous voyez, et j'ai presque fini, le problème, c'est qu'on est toujours en train d'hésiter en quelque sorte. Soit je fais de l'imagerie, soit je fais du temps-fréquence. L'imagerie, c'est intéressant pour résoudre les sources, la morphologie des galaxies, les jets, tout ce qu'on veut. Le temps-fréquence, c'est intéressant pour toutes les sources non résolues, les impulsions, les sursauts, donc les pulsars, les exoplanètes, peut-être les planètes. Bon, pour les sources non résolues, donc c'est toujours l'un ou l'autre. Pour les sources non résolues, bah, l'imagerie permet de détecter. Voilà, ici, vous avez une source en rayons X et puis la même source en radio, au VLA, et puis c'est une source ponctuelle. Bon. Le temps fréquence, lui, il ne permet pas d'avoir une image de la source, mais c'est un point, donc on s'en fiche un peu. Il permet d'avoir la structure fine en temps et en fréquence de l'intensité et de la polarisation des ondes. Et donc c'est comme ça qu'on voit des sursauts d'une très grande richesse morphologique qui permettent de faire de la physique des objets. Bon, évidemment, vous avez en imagerie des signaux qui dépendent du temps. Par exemple, là, vous avez une étoile qui est absente, présente, et puis absente de nouveau au centre du champ. C'est une naine brune, en fait, qui a une périodicité d'environ 3 heures et qui est étudiée, qui a été découverte avec l'OFA. Très bien. Récemment,
avec le radiotélescope FAST, le Arecibo géant chinois, qui est vraiment un single dish, donc qui ne fait pas d'image, 3 minutes d'arc de résolution, mais une sensibilité et des capacités temps-fréquence tout à fait intéressantes. On a mesuré ce type de sursaut sur l'étoile Adéléo, que l'on a pu interpréter en arrivant à déterminer où l'émission se produisait dans l'environnement de l'étoile, quelle était l'énergie des électrons en jeu, donc des paramètres physiques extrêmement fins, qu'on a pu comparer de très près à l'émission de Jupiter, en fait, qui présente des ressemblances troublantes avec cette émission. Donc il y a vraiment de la physique très intéressante à faire en temps-fréquence. Et puis récemment, on s'est dit, mais pourquoi ou temps-fréquence finalement? Si je veux faire du temps fréquence, bon, je peux faire des observations en mode faisceau, comme je vous ai dit, hein, je fais des faisceaux. Mais les faisceaux, ça pose des problèmes. C'est très bien si les signaux sont assez intenses, ou s'ils sont dispersés de manière caractéristique, ou si c'est des raies à bande étroite, si on peut les reconnaître facilement. Si vous avez des signaux faibles, des sursauts relativement longs, qui sont un faible voile sur les données, ils vont être très difficiles à détecter en temps fréquence, d'autant plus que dans le faisceau, vous allez mélanger l'émission de la source qui vous intéresse avec toute l'émission due à la confusion des sources alentours. L'imagerie, elle permet une meilleure sélectivité, une meilleure élimination des parasites ligne de base par ligne de base, un meilleur étalonnage des données, donc ça a des avantages. Et on s'est dit, en fait, ah oui, mais en fait, l'imagerie, l'interférométrie, on prend les visibilités tout ensemble, et puis on fait une transformée de Fourier de ces visibilités pour obtenir une image. Mais en fait, on peut faire autre chose avec. On peut démontrer mathématiquement que si je prends les visibilités et que je les somme toutes au lieu d'en faire une transformée de Fourier globale, j'obtiens l'image temps-fréquence, le spectre dynamique de ma source au centre du champ. Très bien. C'est ce que des collègues ont fait en Australie avec le radiotélescope ASCAP. Ils ont regardé Proxima Centauri et ils ont vu une émission comme ça en temps-fréquence variable, en intensité, en polarisation, qu'ils ont interprété comme l'analogue d'un sursaut solaire. Donc c'est assez intéressant. Des collègues avec l'OFAR ont fait de l'imagerie alors dans plein d'instants, plein de bandes de fréquences. Ils ont découpé le temps-fréquence en petites cases, ils ont fait des petites images, donc c'est très gourmand en calcul dans tous les instants, et ils se sont aperçus qu'à certaines fréquences, certains instants, il y avait plus de signal, et donc ils ont synthétisé, en faisant cette opération, le signal temps-fréquence en direction de la source à ce moment-là, et on voit qu'on a des sursauts en temps et en fréquence, intensité, polarisation circulaire, très intéressants et qui permettent de faire de la physique. On s'est dit, bon, c'est bien, mais enfin, c'est juste la source au centre du champ, ce n'était pas la peine d'avoir des instruments à grand champ pour faire ça. Et donc, on a fait un pas supplémentaire, encore une fois avec mon collègue Cyril Tass à l'Observatoire de Paris, encore une fois à Meudon. On s'est dit, mais en fait, si on fait la somme des visibilités, mais en les affectant chacune d'un terme de phase qui va dépendre de la position de chaque antenne dans la ligne de base correspondante, on va pouvoir reconstituer l'image temps-fréquence dans n'importe quel point du champ. Ça, c'est intéressant. On choisit la direction K, on a toutes les lignes de base ici, et cette opération permet de synthétiser le spectre dynamique dans tous les points du champ qui nous intéressent. C'est exactement l'analogue mathématique de ce qu'on appelle la spectroscopie intégrale de champ en optique. En optique, vous avez des télescopes au foyer desquels vous mettez des fibres optiques qui sont bougées par des actuateurs, et vous avez une image, et vous mettez votre fibre sur chaque étoile, chaque galaxie, et votre fibre vous permet de faire le spectre de l'objet en question au bout. Et bien ici, c'est ce qu'on fait, mais de manière purement numérique. Au lieu d'avoir une fibre, vous choisissez votre vecteur K, votre direction dans le champ, ça va déterminer vos termes de phase dont vous devez affecter les visibilités, et vous allez faire la somme et avoir votre spectre dynamique dans la direction voulue. Et vous pouvez faire ça pour tous les points du champ qui vous intéressent, vous êtes limité que par la capacité de calcul. On peut même faire mieux que la spectroscopie intégrale de champ, parce que les visibilités permettent de construire une image, donc d'avoir un bon modèle du ciel à ce moment-là. Et puis on peut prendre les visibilités qu'on a, on soustrait le modèle de ciel qu'on obtient, que l'on convolue, convolue par la PSF. Donc ça veut dire qu'on soustrait des visibilités toutes les sources détectées en imagerie. Et il ne nous reste plus que des fluctuations très faibles. Et c'est ces fluctuations, les visibilités résiduelles qu'on utilise pour faire le spectre dynamique des fluctuations dans toutes les directions qui nous intéressent. Donc on a un instrument, à partir des visibilités interférométriques, on reconstitue un instrument temps-fréquence très efficace parce que multidirection est très sensible. Et grâce à ça, alors on a mis ça en œuvre dans le survey de l'OFAR. C'est un logiciel que mon collègue a appelé DINSPEC-MS. On a des articles qui sont actuellement en cours de referring dans Nature et Nature Astronomy. On peut mesurer, faire spectre dynamique dans des centaines de directions par champ de vue. Donc on a synthétisé des centaines de milliers de spectres dynamiques. Et à l'intérieur et on a choisi comme direction d'entrée les catalogues d'étoiles, d'exoplanètes, tout ce qui était connu comme objet ponctuel non résolu.
Et on obtient des choses comme ça. Alors, je ne vous dis pas de quel objet il s'agit, parce que comme c'est filmé et que c'est soumis à la nature, on risquerait de se faire jeter ensuite. Mais on obtient ce genre d'image. C'est un spectre dynamique de 8 heures sur une cinquantaine de mégahertz de LOFAR. On a un sursaut extrêmement clair. La couleur, c'est le sens de polarisation circulaire, rouge dans un sens, bleu dans l'autre. Donc on voit qu'on a un sursaut polarisé extrêmement clair qui apparaît ici, qui dure une demi-heure à peu près, qui couvre toutes les fréquences. On peut, si on fait une image à partir de l'ensemble des données, comme on fait d'habitude, les 8 heures, les 50 mégas, on voit rien au centre du champ parce que ce sursaut est complètement lessivé par la moyenne avec les autres instants où il n'y a rien. En revanche, si on prend uniquement l'instant du sursaut à l'intérieur de la courbe noire ici, et que l'on en fait une image, eh bien, vous voyez que cette image, on va avoir une source ponctuelle au centre du champ qui nous prouve que ce sursaut vient bien effectivement de la direction qu'on a visée ici dans le champ pour lequel on a reconstitué ce spectre dynamique. Donc ça, c'est une technique qui est en train de littéralement exploser, en fait, de faire apparaître plein de nouvelles détections qui vont être extrêmement intéressantes et qui va être appliquée, bien sûr, dans l'OFAR 2 qui redémarre dans un an avec des capacités accrues. Et puis, on a SCA qui arrive à l'horizon et on aimerait beaucoup que cette méthodologie soit implémentée sur SCA. Alors, SCA, pour finir, c'est deux jeux d'antennes colossaux, 200 paraboles en Afrique du Sud pour les moyennes fréquences, donc gigahertz et au-dessus, 250 000 antennes de type dipôle en Australie pour les basses fréquences, 50-350 MHz. Donc ça couvre une gamme extrêmement vaste. C'est deux sites, mais un seul instrument, avec les headquarters à Manchester. Les Anglais se sont bien débrouillés. Alors, le problème de ce cas, c'est qu'il produit tellement de données, à peu près 500 pétaoctets par heure. Hein, les instruments actuels, c'est 1 ou 10 téraoctets par heure, donc c'est déjà beaucoup. Mais là, on passe à des échelles monstrueuses. Donc en fait, les données, on ne peut pas les stocker même une seconde. Donc les données vont directement du télescope à la poubelle. Bon, ce n'était pas la peine de dépenser 500 millions d'euros pour ça, hein, vous allez me dire. Mais non, parce qu'en fait, le fait, c'est qu'au passage, il faut en temps réel extraire l'information utile. Et donc, il faut des algorithmes d'imagerie, de spectre dynamique temps réel qui vont permettre de faire les images avec des quantités d'informations extrêmement réduites qui vont quand même être colossales, hein, ces quantités, qui vont être distribuées dans les centres mondiaux là-dedans. Voilà. Donc là, tout l'enjeu est là. Et à l'Observatoire de Paris et en France en général, et avec l'aide de l'INRIA, différents labos, on est vraiment en pointe sur la maîtrise des technologies qui permettent de faire ça. Donc voilà. Alors SCA, c'est 16 pays, c'est 14 groupes de travail scientifiques sur diverses thématiques, et c'est la première image du ciel avec les premières stations de SCA qui a été publiée il y a à peine 2 semaines. En fait, voilà, donc ce sont des champs d'antenne très denses qui permettent de faire des images qui sont très bonnes. Alors là, pour le moment, c'est pas encore très sensible ni une résolution fabuleuse, mais on voit que la qualité va être là. Ça, c'est la taille de la Lune en comparaison. Donc pour le moment, c'est de la minute d'arc, on va dire, de résolution, mais ça vient. Et dans les 5 années qui viennent, en gros, SCA va être vraiment l'instrument qui va arriver à maturité et produire des résultats absolument fabuleux. Alors, bon, je voulais dire juste un mot à la fin. Alors, tout ça, c'est un panorama brillant, c'est super, on va s'éclater. Bon, il y a quand même des problèmes. Il y a toujours eu des parasites en radio. Au XXe siècle, on va dire, par exemple sur l'OFAR, voilà comment on gère les parasites. On a le temps, les fréquences, et puis on va en fait repérer et masquer les parasites, les effacer quand ils nous gênent, et donc garder les données, débarrasser de ces parasites. Donc on aura. Bon, problème, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi ça qui produit des parasites, et ça, c'est Starlink. Et les Starlink, en fait, dans un instrument comme Nénuphar, par exemple, il y en a en moyenne un qui passe toutes les 15 minutes dans le champ. Et il produit des émissions polarisées extrêmement intenses vous les voyez ici en imagerie, ici en temps fréquence. Et alors, il y a évidemment donc c'est extrêmement pénalisant. Quand on recherche des émissions transitoires, bah voilà, il y en a plein là, mais qui sont pas eues. Donc ça veut dire, évidemment, on a les éphémérides des satellites, donc on peut vérifier a posteriori, mais ça complique terriblement en fait. Donc Starlink, on sait déjà que c'est une plaie pour les observations optiques, puisqu'on a des points lumineux qui traversent le champ quand on veut chercher les transitoires, mais c'est aussi une plaie en radio. Alors, on est en discussion avec, évidemment, Starlink n'est qu'une constellation parmi les autres, hein. Il y en a d'autres constellations de. Parce que là, on est à quelques milliers de satellites, ils veulent quand même aller à de l'ordre de 100 000. Donc, c'est assez considérable comme pollution, hein. Le syndrome de Kessler n'est pas loin. Donc voilà, ça c'est un problème. Restons optimistes, néanmoins, les radioastronomes, nos rêves ne sont pas terminés, puisqu'on veut mettre des radiotélescopes sur des nanosatellites en orbite lunaire ou au point de Lagrange L1, par exemple. On veut mettre des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, où il n'y a pas de parasites et pas de ionosphère. Et donc, zut, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas là. Voilà. Et donc, je vais vous dire à suivre, et puis vous laisser avec les liens que vous pourrez retrouver avec tout ce que j'ai dit. Merci.
Et je suis étonné de ne pas avoir été grondé par l'organisateur parce que j'étais un peu long. Bon, ben, merci. Il y a des questions? Attends, attends, attends. Merci pour ce panorama extrêmement impressionnant. Est-ce qu'il y a une incidence pour la détection de l'énergie et de la matière noire dans tout ce que tu nous as présenté? Indirectement, alors je ne suis pas spécialiste du domaine, je suis désolé, hein, on ne peut pas être spécialiste de tout. Je dirais indirectement, je pense que les gens qui font de la cosmologie avec la radio, donc qui s'intéressent à l'aube cosmique, à l'époque de réionisation, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Sinon, en radio, évidemment, les gens qui observent les oscillations baryoniques acoustiques, peut-être qu'Olivier Perdreau pourra dire des choses là-dessus, il y a peut-être des incidences. Donc oui, il y a des incidences, mais je ne sais pas vous dire précisément lesquelles. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Une remarque un peu triviale là, pour traiter des masses astronomiques de données. Bah, L'IA, ça ne peut pas. Si, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, alors, une chose que j'ai notée mais que j'ai pas dite hein, dans une diapo précédente, SCA, c'est vraiment une communauté mondiale. Voilà, je vous ai marqué ici un truc que j'ai pas dit. Troisième data challenge. Alors, c'est intéressant. SCA, pour motiver et entraîner la communauté mondiale des utilisateurs, il donne donc à la communauté internationale des jeux de données simulés périodiquement. Ils ont déjà fait 2 data challenges comme ça, donc des jeux de données de quelques téras, quelques dizaines de téraoctets, avec alors soit des fluctuations dedans, des galaxies cachées, des trucs comme ça. Et puis, les équipes sont en compétition et essayent de repérer le maximum de signaux dedans, le maximum de vrais positifs avec le maximum de faux positifs dedans. Et le SCA Data Challenge, les numéros 1 et 2 ont été tous les deux gagnés par l'Observatoire de Paris sur des techniques de reconnaissance basées sur des réseaux de neurones. Donc, forcément. Évidemment, ça va jouer un rôle, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai pas bien compris vers la fin de vos diapositives là, comment vous soustrayez le bruit de fond, ce que vous avez Ouais. Alors, Alors, oui. modèle du ciel. Ouais. C'est pas le bruit de Comment vous fond. obtenez Oui, ça? excusez-moi, j'étais obligé d'aller vite parce que j'ai vu que j'ai exposé déjà mon temps. Donc, en fait, ce n'est pas le bruit de fond qu'on retire. C'est en fait quand vous faites une image du ciel. Donc, vous enregistrez vos corrélations pendant des heures et à de multiples fréquences. D'accord? À partir de ça, normalement, vous prenez cet ensemble de visibilités, vous les mettez toutes dans le plan complexe, parce que chacune d'entre elles va correspondre à une position dans le plan de Fourier. Vous faites la transformée de Fourier et vous avez une image. Dans cette image, vous détectez des sources ponctuelles, qui sont les galaxies, divers trucs. Bon. Ces sources, une fois que vous les avez détectées, ce que vous détectez dans l'image, c'est la valeur moyenne sur les 8 heures d'observation et sur toute la bande de fréquence. Donc l'information qui est dans l'image suffit, elle ne vous intéresse plus après. Et en plus, comme le télescope a une réponse compliquée, chaque source ponctuelle peut baver, faire des franges à côté, donc avoir encore des artefacts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer des visibilités toutes ces sources ponctuelles qu'on a détectées, puisqu'une fois qu'elles sont détectées, ben, on les a, c'est bon, on n'en a plus besoin. Donc on va les retirer, non seulement elles, mais affectées de la réponse de l'instrument. Et donc si elles produisent des franges, des trucs comme ça, hop, on retire. Et donc ce qui reste, c'est justement du bruit, et éventuellement dans ce bruit des sursauts très faibles qui sont l'information physique qui nous intéresse. Et ce qu'on trouve dedans, c'est ça. Ça, c'est vraiment un bruit à échelle très très faible, le plan, dans l'arrière-plan, où on a gardé toute la résolution en temps et en fréquence, on a retiré toutes les sources détectées dans les images. Et ce qui reste, vous voyez, c'est un sursaut faible qui n'était d'ailleurs pas détecté dans l'image, sinon il ne serait pas là. Puisque dans l'image, il avait été moyenné en temps, et donc il n'apparaissait pas ni en intensité ni en polarisation. En revanche, quand vous prenez le sursaut tout seul, il est bien là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une question de terre à terre là. Tout à l'heure, tu as dit 500 millions, c'est le coût de SCA. Non, non, le coût de SCA phase 1, c'est quelque chose comme 650 millions, je crois. 650 millions. Quelque chose comme. Donc en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup. Hein. C'est moins qu'une mission spatiale. Oui, C'est oui. beaucoup moins qu'un accélérateur. Oui, oui, bon. Il y a des légendes qui circulent, oui. Voilà. Oui,
alors, tu as beaucoup parlé de LOFAR, à la fin, tu as parlé de nénuphar. Là, Ouais. j'étais un peu perdu. Tu as dit que c'était pour les basses fréquences. Bah, Non, parce que LOFAR, je suis un peu. ouais. En fait, Parce que c'est LOFAR, plus petit, donc ça devrait être plutôt pour des. non, en fait, non, 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 non. Rappelle-toi, la dimension, c'est la résolution angulaire. C'est Ouais. pas. Donc, LOFAR, c'est un instrument très dilué avec des stations à travers toute l'Europe sur Oui, donc 2000 c'est 2000 km. km. Voilà. Oui. Et qui a deux bandes de fréquences, deux systèmes d'antennes, basse et haute fréquence, disons 30-80, 110, 250 MHz. OK. Ouais. LOFAR a vraiment eu des résultats fabuleux dans la gamme haute. Dans la gamme basse fréquence, pour des raisons historiques que je pourrais vous raconter si vous avez les histoires, les antennes ne sont pas de très bonne qualité. Bon. Donc en fait, on s'est dit, il y a vraiment une opportunité dans cette gamme basse fréquence et on a réalisé des nénuphars avec des antennes optimisées pour être le plus sensible possible, mais on n'a pas cherché à faire un concurrent à l'OFAR parce que l'idée, c'est à terme d'intégrer Nénuphar comme l'une des stations de l'OFAR. Donc pour la haute résolution angulaire, on va utiliser le couplage des deux. Par contre, Nénuphar, localement, pour un instrument qui fait à peu près 3 km en dimension maximale, lui concentre un nombre d'antennes très important et donc va avoir une sensibilité très importante. Donc Nénuphar n'est pas un instrument optimisé pour l'imagerie, puisqu'il n'est pas très étendu, donc il n'a pas un lambda sur D qui est très bon. Il va l'être une fois couplé à l'OFAR. Par contre, c'est un instrument qui procure une très bonne sensibilité instantanée. Attends, une autre question, attends une seconde. Juste pour vérifier que j'ai bien compris un truc concernant les réseaux phasés. Donc, on est d'accord qu'une antenne en électromag, c'est jamais omnidirectionnel. Jamais. Du coup, ça doit influer sur le degré auquel on peut Oui, pointer électroniquement vers telle ou oui, telle direction, parce qu'à un oui. moment, si on capte rien, Absolument. Alors, d'une part, c'est pas omnidirectionnel, et puis d'autre part, en fait, on veut pas pointer à l'horizontale. Donc, on s'arrange toujours, par exemple, quand vous avez un dipôle linéaire, hein, unidimensionnel. Là, on calcule très facilement en électromagnétisme que la réponse d'un dipôle, c'est une réponse torique, hein, c'est un lobe en cosinus carré θ, d'accord, et qui est donc symétrique autour du dipôle. Donc, on a une espèce de tore. Et donc, la largeur à mi-puissance, c'est 90 degrés perpendiculairement autour de la perpendiculaire au dipôle. Bon. Si vous pliez votre dipôle un peu en deux pour faire une antenne en V inversée, intuitivement, vous allez ouvrir votre diagramme de réception. Sauf qu'on ne veut pas l'ouvrir trop, parce qu'on ne veut pas qu'on soit sensible à 0 degré d'élévation, parce que c'est de là qu'on reçoit la majorité des parasites. récupérer la 5G. Voilà, la 5G, on la récupère d'un peu partout, mais en particulier de l'horizontale. Donc en pratique, on s'arrange pour que la réponse des instruments, comme on veut quand même couvrir le plus grand ciel possible, l'idéal, c'est de couvrir jusqu'à 70 degrés du zénith et de tomber à zéro ensuite dans les 20 derniers degrés, en fait. Voilà. Et on se sert pour ça notamment de plans réflecteurs, grilles métalliques sous les antennes. La grille métallique, elle va donc se coupler en fait à la réponse de l'antenne et elle va avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle rend la réponse de l'antenne indépendante des conditions météo. Que le sol soit sec ou humide, sa conductivité électrique va être la même puisque la grille va la rendre idéale et donc ça ne varie pas. Et le deuxième effet, c'est que grâce à la réflexion des ondes sur la grille, on éteint le signal à très basse élévation. D'accord, oui, ça fait un peu une interférence destructive entre ce qui vient. Ouais, exactement. Et on s'arrange pour que justement on ait une patate comme ça qui tombe à zéro quand on est à très basse élévation. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui, il y a Reza Ansari et Gérard Fontaine. Voilà. Alors, faut donner la parole d'abord à Gérard qui avait levé la main. non, mais Reza, là, c'est toi qui parles, là, vas-y. Et D'accord. après, je laisserai parler Bonjour. Gérard. Ok. Vas-y, Reza. Ouais. Bonjour, merci Philippe pour cette présentation. Désolé, j'avais pas le temps d'arriver en bas. Je voulais juste Merci. faire une remarque. Tout à l'heure, la question du coût a été posée pour SK. Pendant longtemps, je pensais que c'était 650. 650, apparemment, c'est l'estimation de 2014 et le coût actuel. Alors peut-être que ça inclut la première phase des opérations, c'est plutôt 2 milliards pour SK phase 1. Ouais, mais non, mais c'est toujours pareil. Selon les pays, on compte pas les salaires, on compte différemment. Bon, allez, d'accord. Allez, on va négocier. Ton dernier prix, 1,5 milliard. Si tu veux. En tout cas, merci. Merci. Oui, vous m'entendez?
Bon, je ne vous entends plus, mais si vous m'entendez, On vous entend très bien. On t'entend très bien. très Vas-y. bien. D'accord, merci. Bon, tout d'abord, merci pour ce très beau panorama de l'évolution des instruments, mais aussi des méthodes de traitement. Voilà, moi, je voulais poser une question sur les perspectives d'évolution de l'Event Horizon Telescope, en particulier de ses possibilités d'attaquer le centre galactique. Oui, bon, bon, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise là aussi. L'Event Horizon Telescope, c'est pas un nouvel instrument. C'est une mise en réseau des radiotélescopes millimétriques, submillimétriques existants au monde. Donc, il y en a une douzaine, je crois. Et donc, avec un très, très beau programme, hein, qui a été financé par l'Europe. Et donc, c'était la mise en réseau, c'est-à-dire les systèmes d'enregistrement des données, de traitement des données derrière, les postdocs, tous les gens qui ont travaillé dessus. Donc, évidemment, ils ont commencé par M87 parce que ben, il s'est trouvé que c'était un trou noir plus massif, donc avec un signal plus important, et puis moins noyé par le bruit de tout ce qu'il y a autour en direction de notre centre galactique. Je sais qu'ils ont ça comme objectif, de faire ça sur notre centre galactique. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais voilà, disons, c'est un problème de traitement de données relativement, je dirais, standard en termes de données VLBI, mais compliqué par les avant-plans, par l'aspect massif en fait des données, mais voilà, par la résolution cherchée. Je ne peux pas donner de détails dessus. Je ne sais pas où en est l'équipe. Oui. On pourrait peut-être augmenter le nombre de télescopes en bouchant les trous sur la carte de la Oui, mais Terre. le problème, c'est que chaque radiotélescope submillimétrique, c'est un instrument nouveau, une infrastructure nouvelle avec des équipes autour, donc ça coûte extrêmement cher. Chaque point supplémentaire, c'est-à-dire chaque antenne supplémentaire qui va amener beaucoup de lignes de base, est quand même un coût non négligeable. On pourrait aussi penser mettre des radiotélescopes en orbite ou sur la Lune pour augmenter la longueur des lignes de base et donc la résolution angulaire. Il y a plein de projets. Je sais qu'il y a un projet autour d'Alma, en fait, et d'une antenne de 50 mètres. Enfin, il y a plein de projets pour à la fois accroître soit la sensibilité, soit la résolution, mais voilà, je suis plus basse fréquence. D'accord, merci. Merci. Il n'y a plus de questions. Donc, là, on te remercie une deuxième Ben, et merci à dernière vous, hein, fois. merci à vous.